Ah, t'as vu Retailleau, là il est pas content contre les Espagnols, hein. Il reproche au gouvernement de filer trop de papiers aux étrangers et il a peur que ça fasse une vague migratoire en France. Oui, bon, allez, vague migratoire, ça y est. Les étrangers, on les prend, hein. Oui. Tant qu'ils récupèrent Manuel Valls. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 21 avril et ça fait longtemps qu'on n'a pas consacré un épisode du récap au petit prodige du Puy, l'étoile montante de Vendée. J'ai nommé Bruno Retailleau. Je sais que vous adorez le détester. Il faut dire qu'il ne ménage pas ses efforts pour nous donner de la matière. Ce week-end, l'ego du président des Républicains a été flatté par un plébiscite populaire. Enfin, populaire, celui des adhérents de LR, qui l'a sondé pour définir la stratégie du parti en vue de la présidentielle. 3 choix s'offraient alors à eux: sacrer Retailleau comme candidat naturel du parti ou au contraire organiser une primaire pour désigner ce candidat. Option 1 en la réservant aux seuls adhérents, option 2 en l'ouvrant même aux sympathisants. Et 73,8% des votants ont préféré la première option. Ainsi, Bruno Retailleau devient le candidat officiel des Républicains à la prochaine présidentielle. Bon, comme au municipal, faut pas trop s'attarder sur le détail des chiffres, ce que n'a pas manqué de faire Jean-François Copé, ex-dirigeant du parti, et vraisemblablement pas un grand soutien de Bruno Retailleau. En fait, d'abord, il y a une participation très faible, 60%, et deuxièmement, surtout en nombre de voix, parce qu'en fait, il avait fait 75 000 voix, et là, si j'ai bien compris, il n'en a fait que 32 000 l'année dernière, quand il a été élu président du parti, il a fait 75 000 voix. Là, je comprends qu'il n'en a fait, grosso modo, que 30 000. Ouh, ça gratte juste là où ça fait mal, avec un petit air de compassion presque sincère, c'est du grand art. Et Jean-François Copé n'a clairement pas l'exclusivité du coup de poignard feutré. Chez les ténors des Républicains, c'est carrément une discipline collective, et particulièrement au sein du pool des prétendants à l'Élysée. L'éternel rival de Retailleau et chef des LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, plaide quant à lui pour une primaire qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Lors de la consultation du week-end, il a voté blanc et dénoncé un jeu de dupes. David Lisnard, l'ultra-libéral maire de Cannes, a quant à lui claqué la porte. On en a parlé dans un épisode du récap. Et il s'est lancé seul dans la course à l'Élysée, en copiant largement l'Argentin Javier Milei. Même dynamique chez Xavier Bertrand, qui prépare sa propre candidature. C'est pas mieux du côté de Michel Barnier, l'ex-premier ministre, qui défend quant à lui l'idée d'un conclave pour désigner un candidat unique, tout en espérant visiblement qu'il puisse être celui-ci, puisque dimanche, à quelques heures de la proclamation des résultats de la consultation chez LR, il a dit se sentir lui-même capable d'être président de la République, donnant rendez-vous à l'automne pour en savoir plus. Suspense, suspense. Décidément, ça se bouscule au portillon et peu importe ce que les adhérents en pensent, les ambitions priment. Qu'à cela ne tienne, il en faudra plus pour entamer la joie de l'ex-ministre de l'Intérieur qui, lui, s'y voit déjà. Un vent d'espoir se lève pour le pays, a-t-il lâché en toute modestie au moment de l'annonce des résultats. Retailleau bombe le torse comme le ferait un paon en pleine parade nuptiale. Après tout, on peut difficilement lui en vouloir. Depuis sa sortie du gouvernement, il est empêtré dans une infinie traversée du désert. En interne, il ferraille non-stop avec les poids lourds des Républicains, jamais avare de petits croche-pattes comme on vient de le voir. Et à l'extérieur, c'est une autre bataille, plus ingrate encore, pour réussir à exister sans son costume de ministre de l'Intérieur. Autant dire que ce vote de confiance tombe à pic pour relancer la machine.
Et surtout l'ego, même plus besoin de faire semblant, désormais Bruno Retailleau est officiellement en campagne pour la fonction suprême. Enfin, une bonne excuse pour être invité sur les plateaux. Alors, il s'en donne à cœur joie. Ce matin, il était sur LCI, chez Darius Rochebain. Et le problème, c'est qu'on se demande toujours ce qui le sépare de l'extrême droite. Je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols. Monsieur Sanchez, il régularise 500 000 irréguliers qui vont pouvoir ensuite franchir les frontières, évidemment. Et là, il faut agir, bien entendu. Vous, au pouvoir, comment est-ce que vous empêcheriez ces régularisés en Espagne de venir en France ? Mais je le mettrai au banc des nations européennes, déjà, parce que nous sommes désormais une majorité. Je rétablirai les contrôles aux frontières. Attendez, vous dites que vous mettriez l'Espagne au banc des nations européennes ? Bien sûr, bien sûr. De quelle manière ? Je mettrai par la négociation, évidemment, par la négociation. Ça veut dire quoi par la négociation ? Et je rétablirai de quoi souffrirait-il ? Et je rétablirai les frontières. Je connais bien, il y a quelques dizaines de points de passage aux frontières, à la frontière sud, entre l'Espagne et puis la France. Je rétablirai les frontières. Ce que vous dites est très important, pardon. En dépit de Schengen, Dublin, etc., vous diriez on peut rétablir en 2027, par exemple, la frontière avec l'Espagne, comme j'allais dire au bon vieux temps. On peut le faire déjà. Vous savez que nous vivons depuis 9 ans, on dit que c'est une situation d'exception. Oui, ça dure depuis 2015, vous voyez. Ouais. Et donc, quand il y a crise, eh bien, on est autorisé à le faire. J'avais moi-même signé une demande à la Commission pour qu'on puisse... Non mais alors, soyons plus directs. À ce compte-là, est-ce qu'on est au stade où on veut rétablir des frontières, si j'allais dire, à l'ancienne, tout autour de la France ? On ne peut pas supporter. Non mais on ne peut pas supporter la régularisation massive telle que M. Sanchez l'a faite. Ça n'est pas possible. Bah oui, après tout, on n'a qu'à les virer, ces Espagnols là de l'UE, hein, parce que après tout, ils sont de gauche et qu'on est une majorité de droite. Alors, pour qu'est-ce qu'on se gênerait ? Bah voyons. Il n'y a rien qui va dans cette séquence, rien que le postulat de départ est bancal. Hein. Le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a effectivement annoncé une régularisation plutôt massive de près d'un demi-million de sans-papiers pour soutenir l'économie de son pays. 500 000 immigrés vont donc enfin pouvoir travailler légalement, bénéficier de la protection sociale et de droits en Espagne. Mais dans le scénario imaginé par Bruno Retailleau et son imagination très fertile, ces centaines de milliers de personnes, à peine sorties de la précarité au moins administrative, n'auraient qu'une envie: tout plaquer pour venir tenter leur chance de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, comme ça, par esprit d'aventure ou de masochisme, on ne sait pas bien. On rappelle quand même qu'un titre de séjour espagnol ne donne pas droit au travail en France, hein, voilà. Et puis, on ne parle même pas de sa conception de la diplomatie, hein. On avait déjà eu un petit aperçu avec sa gestion du dossier algérien, dont on aurait espéré que le fiasco suffise à lui servir de leçon. Mais il n'en est rien. Cette fois, c'est carrément l'Espagne, notre voisin immédiat, partenaire commercial d'ampleur, une des plus grandes économies de l'Union européenne, qu'on mettrait au banc sous prétexte que Sanchez mène une politique de gauche dans son pays et que ça ne plaît pas au seigneur Retailleau. Mais on est où ? On se demande. On n'a qu'à déclarer la guerre, hein, tant qu'on y est. Bah pourquoi s'arrêter là ? C'est bizarre. En revanche, on n'a jamais entendu Retailleau proférer de telles menaces à l'encontre de la Hongrie d'Orban, au hasard. D'ailleurs, il ne voit pas non plus de problème à conserver l'accord d'association UE-Israël. Vous, Président, est-ce que vous rompriez l'accord d'association Israël, Union européenne, comme certains États le préconisent, Espagne, Irlande, Slovénie ? Certainement pas. Certainement pas. Israël est une démocratie au cœur d'une région chahutée. Je considère que M. Netanyahou ne fait pas tout bien. On peut le contester, mais je maintiendrai cet accord d'association, tout simplement parce que les gouvernements passent, mais les pays, les nations demeurent. Oui, bah c'est vrai que Netanyahou fait pas tout bien, mais on va quand même pas se fâcher pour si peu, hein. On va pas se mettre à sanctionner les copains sous prétexte qu'ils sont accusés de crimes contre l'humanité, d'atteinte aux droits de l'homme et au droit international. Un peu de tolérance, que diable. Être une démocratie au cœur d'une région chahutée, c'est exigeant.
Surtout quand tu organises toi-même le chahut. Hein, voilà. Par contre, le Sanchez et ses migrants, là, bah ça, c'est impardonnable. Voilà. D'ailleurs, vous noterez quand même que c'est encore l'Espagne qui milite pour remettre en cause l'accord d'association avec Israël, en vigueur depuis un quart de siècle, pour encadrer les relations commerciales entre Israël et l'UE. Alors, pour vous donner une petite idée de l'importance de cet accord pour Israël, l'Union européenne est son premier partenaire commercial. C'est 34% des importations et 29% des exportations de marchandises de l'État hébreu en 2024, pour un volume d'échange de près de 43 milliards d'euros tout de même, d'après les données de la Commission européenne. En revanche, la réciproque n'est pas valable. Israël n'est que le 31e partenaire commercial de l'UE, représentant moins de 1% du total des échanges européens de marchandises avec des pays étrangers. Alors sur le papier, évidemment, cette histoire de rupture d'accord, ça sonne comme un gros coup de pression sur Israël, c'est intéressant. Mais dans les faits, c'est surtout un parcours d'obstacles quasi impraticable. La rupture de l'accord d'association réclamé par l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie doit être votée à l'unanimité des 27 États membres. Autant dire mission impossible. À défaut, une suspension partielle pourrait se tenter, mais là encore, il faut réunir une majorité qualifiée, au moins 15 pays représentant 65% de la population européenne. Et pendant que certains agitent l'idée de la rupture, d'autres freinent déjà des quatre fers, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie. Plusieurs capitales ont fait savoir que toucher à cet accord n'était pas vraiment dans leur priorité. Et vous avez ainsi compris qui sont les copains de Retailleau. Voilà. Alors, pour la campagne, Retailleau, il chasse évidemment sur les terres du RN. On l'a vu avec le régalien, son obsession des frontières et de l'immigration. Rien de neuf sous le soleil. Mais Bruno Retailleau ne s'arrête pas là. Il va aussi chercher la France qui galère. Enfin, à sa manière. Moi, je ne promets pas du sang et des larmes. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, 1 Français sur 10 ne mange pas à sa faim, que 12% des Français se rendent sur des parkings de supermarchés pour trier dans les bennes. C'est ça qu'on veut ? Un hôpital qui est fragilisé, une école qui reproduit les inégalités sociales, une justice qui a du mal à sanctionner. Non, aujourd'hui, moi, ce que je dis aux Français, on va retrousser les manches, mais ce sera pour relever le pays. Et ce sera pour qu'il y ait plus de prospérité pour chacun. Un 13e, un 14e mois. Mais je veux que ce soit dans la justice. Par exemple, je veux qu'on arrête l'assistanat. Le RN est pour l'assistanat. Moi, ce que je ferai, c'est un compte social unique. J'y mets la totalité des prestations sociales et je les plafonne à 70% du SMIC pour qu'en permanence, on sache qu'il y ait un écart entre, d'un côté, le revenu du travail et de l'autre, le revenu de la solidarité. Pas de sang ni de larmes, vous dites ? Permettez-moi d'en douter. Des prestations sociales donc plafonnées à 70% du SMIC, même avec une louche généreuse, ça nous met quoi ? Un peu plus de 1 000 € par mois, autant dire largement en dessous du seuil de pauvreté. De quoi vivre officiellement, selon Retailleau ? Tout juste de quoi survivre, surtout. Elle est belle, la France de LR. Son grand argument à Bruno Retailleau, c'est aussi cette histoire de 13e ou 14e mois qu'il martèle à tous les micros, sans prendre évidemment le temps de s'en expliquer. Et pour cause, c'est un peu manipulatoire. Alors oui, c'est alléchant dit comme ça, parce que ça sonne comme une prime versée par l'employeur, comme le 13e mois finalement. Et c'est là tout le piège. Il s'agit en fait, dans la tête de Retailleau, d'un revenu supposément gagné, et donc pas donné, légère nuance, obtenu à la sueur de son front en travaillant donc davantage. Voilà, c'est pas un cadeau, c'est juste du salaire. En fait, Retailleau, il nous ressort le bon vieux travailler plus pour gagner plus de Sarko. Rien de moins. Alors au final, la ligne sociale de Retailleau est assez claire. Ceux qui sont déjà en galère, ils y restent et ils s'empêtrent encore un peu plus dedans éventuellement. Et ceux qui bossent sans s'en sortir, eux, ils n'ont qu'une option, en faire encore plus, toujours plus longtemps, pour espérer respirer un tout petit peu. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, passons quand même à l'aspect positif des choses, parce qu'il y en a un.
Oui, les Républicains n'existent plus, et qu'on se le dise, ils ont beau se démener pour faire parler d'eux, ils tablent surtout sur le passif, la superbe d'antan dont il ne reste plus rien. Rappelons tout de même qu'à la dernière présidentielle, Valérie Pécresse, la candidate LR, n'a même pas obtenu les 5% de voix nécessaires pour se faire rembourser ses frais de campagne. Voyez le naufrage. Et les élections qui ont suivi n'ont fait que confirmer cette déliquescence du parti. Et dans ce contexte, évidemment, avec une droite complètement éclatée et plusieurs ambitions qui se chevauchent, l'hypothèse même d'une candidature de Bruno Retailleau ressemble moins à une autoroute vers 2027 qu'à une trajectoire semée d'embûches. À ce stade, même sa présence sur la ligne de départ reste une hypothèse. Mais en tout cas, si Retailleau finit bel et bien avec sa tête sur un bulletin de vote l'année prochaine, il ferait bien de ne pas mettre toute sa fortune personnelle dans la campagne, comme Pécresse, ou alors il risque de devoir demander la charité à son tour, et on verra qui sait l'assister. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, sans vous, pas de récap, pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. La guerre au Moyen-Orient génère un coût estimé à 6 milliards d'euros. C'est ce qu'a confirmé David Amiel, le ministre de l'Action et des Comptes publics, après une réunion du comité d'alerte des finances publiques ce mardi matin. Des mesures d'économie de l'ordre de 4 milliards d'euros pour l'État et 2 milliards dans la sphère sociale sont d'ores et déjà envisagées par le gouvernement. La guerre a un coût. Elle a un coût qui est aujourd'hui estimé à 6 milliards d'euros pour les finances publiques. Cela vient à la fois de la hausse des taux d'intérêt, à hauteur de 3 milliards 600 millions d'euros. Nous sommes dans un monde différent de celui de 2022. Les taux d'intérêt sont 5 fois supérieurs à ce qu'ils étaient au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022 et en 2023. Ce n'est pas propre à la France. C'est ce qu'on voit dans l'ensemble de l'économie mondiale. La guerre aura évidemment un coût en matière militaire, d'opérations militaires. Plus d'1 milliard d'euros seront d'ores et déjà anticipés cette année supplémentaire en matière de défense au titre des événements exceptionnels. Et puis ça aura évidemment un coût par l'ensemble des mesures qui sont nécessaires, et le ministre Roland Lescure en a évoqué certains. Et donc face à ces 6 milliards d'euros de coût de la crise que nous anticipons, nous prévoyons 6 milliards d'euros de dépenses qui pourraient être stoppées. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit prendre la parole en fin de journée pour faire des annonces sur les aides au carburant, à la fois sur le prolongement éventuel des mesures déjà en place et peut-être sur de nouvelles. Une plainte pour complicité de crimes de guerre et complicité de crimes contre l'humanité a été déposée ce lundi par l'Union juive française pour la paix auprès du parquet national antiterroriste. Contrairement aux affirmations du gouvernement français, les exportations militaires françaises vers Israël n'ont jamais cessé. Selon un récent rapport associatif, plus de 525 cargaisons de matériel militaire ont été expédiées par des fabricants français vers les industries israéliennes de défense et aérospatiale entre octobre 2023 et mars 2026. La plainte déposée vise principalement la société française FedEx Express France. Cette filiale du géant américain FedEx dispose d'un véritable hub industriel à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Parmi les équipements livrés à Israël, on trouve notamment des composants d'avions de combat américains utilisés par Israël pour mener des opérations
opérations aériennes à Gaza depuis au moins octobre 2023, indique la plainte. Sous la pression de leur population et du droit international, plusieurs pays ont déjà mis fin au commerce militaire avec Israël. C'est le cas notamment de la Slovénie, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Belgique. Déposée contre X, cette plainte devrait permettre au parquet antiterroriste français d'enquêter sur tous les acteurs de la chaîne logistique. 3 policiers du commissariat de Sarcelles sont accusés de violence et de viol. Les faits dénoncés auraient été commis vendredi dernier au cours de la garde à vue d'un homme arrêté pour détention de stupéfiants, a précisé le parquet de Pontoise. D'après une information de France Info, les policiers concernés ont été placés en garde à vue ce matin. Les agents étaient convoqués par l'IGPN qui s'est saisi de l'enquête. La victime affirme avoir été frappée alors qu'il se trouvait menotté à un banc avant d'être conduit dans les toilettes. À l'abri des caméras, les policiers lui auraient introduit une matraque télescopique dans l'anus. Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commis en réunion et par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que pour viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. L'homme a été remis en liberté et les faits de détention de stupéfiants qui lui étaient reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite. Ce mardi, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu que la Hongrie a violé le droit de l'Union en stigmatisant et en marginalisant les personnes LGBT+. C'est la première fois qu'un pays est condamné par la Cour pour violation des valeurs de l'UE. Dans sa décision, la Cour met en cause une loi promulguée en Hongrie en 2021 pour lutter contre la pédophilie et protéger les mineurs. Derrière ces motifs, le texte interdit en fait aux médias audiovisuels de diffuser du contenu LGBTQIA+, pendant la journée et aux magasins de vendre des produits sur le thème LGBTQIA+, dans un rayon de 200 mètres autour des églises et des écoles. Certaines librairies ont été condamnées à des amendes pour avoir diffusé des œuvres comportant des personnages LGBT dans leur section jeunesse. La Cour a estimé que cette loi est contraire à l'identité même de l'Union européenne. Elle estime aussi que le titre même de la loi associe les personnes transgenres à la délinquance pédophile, ce qui peut renforcer leur stigmatisation et susciter des comportements haineux à leur égard. Au total, 16 pays membres de l'UE, dont la France et l'Allemagne, ainsi que le Parlement européen, se sont joints à cette action de justice intentée par la Commission. Plusieurs ONG en Hongrie ont salué une décision historique. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner aux médias ou faire un don défiscalisable sur notre site internet. C'est très important. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.